Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler avec Sergio Avalos à propos de comment, comment est la vie d'un traducteur en France. Euh, euh, ok, la première question, c'est quelles sont les qualités pour devenir traducteur? Euh, d'accord. Merci, Luz, pour ton intérêt. Euh, les qualités, je pense que la première, c'est nécessairement la maîtrise de la langue. Des deux langues, en fait, ou les langues qu'on veut utiliser. Euh, une maîtrise, pas uniquement, disons, technique, hein. Quand je dis technique, je pense à tous les aspects de la rédaction, à la grammaire, etc. Je pense en dépendant aussi du type de texte qu'on va traduire, évidemment, mais il faut aussi bien connaître le contexte culturel, aussi bien entourant le sujet et et les langues dont on va s'en servir. Donc, je pense que donc c'est une maîtrise large aussi bien de la langue elle-même et de leur contexte culturel. Oui, je pense que le contexte culturel, c'est très important parce que c'est comme savoir beaucoup à propos de la langue que nous on traduit. Comment c'est traduit? Traduire? Traduire, Ouais. merci. Il Et comment devenir un traducteur en France? faut savoir qu'en France, il y a des écoles de traduction, hein. On peut apprendre la traduction comme un métier à l'université, où il y a des écoles privées aussi. Mais en soi, disons que la loi n'exige pas de diplôme particulier pour devenir traducteur. Donc, on peut devenir traducteur en France un peu comme c'est une expression, c'est sur le tas, c'est-à-dire aussi par l'expérience et faire un peu carrière en fonction de la qualité de ces travaux. Et moi, par exemple, j'ai démarré un peu comme ça. Des personnes proches de moi savaient que je faisais de la traduction, que j'avais déjà traduit notamment des textes littéraires. Et donc, ils ont proposé mon CV, mon curriculum à des sociétés ou à des personnes qui avaient besoin de faire traduire des textes. Donc, ça, c'est aussi une voie. Mais bon, c'est aussi disons, le chemin un peu normal, même si on a fait une école de traduction, hein, parce que quand tu sors de l'école de traduction, bah, personne ne connaît ton travail. Bon, la seule chose que tu as, c'est ton diplôme, à la rigueur. Et donc, ça se construit beaucoup par réseau et par ce qu'on appelle le bouche à oreille, c'est-à-dire les gens qui parlent à leur tour du travail de quelqu'un. Et moi, j'ai commencé un peu comme traducteur littéraire, mais pour des raisons de survie, des raisons économiques. J'ai déjà eu à traduire des textes techniques, disons, des manuels plus ou moins techniques, des textes juridiques, ou pour des étudiants pardon, latino-américains, par exemple, on m'a déjà demandé de traduire des mémoires
de mémoire de master, pardon, de mémoire de master pour des étudiants ou même pour des émissions de télé, j'ai déjà eu à traduire des échanges en espagnol qui ont été insérés dans un reportage ou des choses comme ça. Donc, bon, finalement, on, on est souvent amené à faire toutes sortes de traductions, hein. La seule chose que je n'ai pas fait encore, parce que pour ça, il faut avoir une autorisation, c'est de traduire des documents du type acte de naissance, etc. Ça, il faut être ce qu'on appelle en France un traducteur assermenté. C'est-à-dire que c'est le tribunal, la cour d'appel, qui autorise tous les ans un certain nombre de personnes en fonction de... Il faut préparer un dossier, etc. et en faire la demande pour être reconnu comme traducteur assermenté. Bon, c'est aussi un métier, hein, et c'est d'ailleurs, c'est très intéressant d'un point de vue économique, mais pour l'instant, je vais pas cherché à être traducteur assermenté. Et aujourd'hui, à part la traduction littéraire proprement dite, je fais de plus en plus de la traduction des textes scientifiques, des articles scientifiques dans mon domaine. Moi, je suis dans tout ce qui est sciences sociales et humaines, particulièrement les questions traitant de droits et droits humains des personnes en situation de handicap. Donc, moi, je dirais que en France, pour devenir traducteur, c'est beaucoup chemin faisant, c'est-à-dire en fonction des besoins des capacités, des qualités de chaque traducteur. Ben, on commence à faire un peu son chemin. Et j'ai l'impression qu'il y a... Bon, après, au niveau des besoins, c'est aussi en fonction de la rareté de la langue. C'est-à-dire que, euh, de manière générale, on va avoir beaucoup plus éventuellement besoin de quelqu'un et qui va être mieux payé. Par exemple, quelqu'un qui parle une langue dite rare, hein, je sais pas, les persans, même le chinois ou le japonais, euh, qu'une langue comme l'espagnol, qui est quand même la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup plus de concurrence. C'est comme quelqu'un qui traduit de l'anglais, bah ça, il y en a plein, hein, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup plus de concurrence. Mm. Ok, merci. Euh, euh, Pourquoi avez-vous choisi d'être traducteur? Ben, je pense que à la base, c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai choisi de manière très consciente. C'est plutôt la passion des langues étrangères. Ça a commencé par l'apprentissage d'abord de l'anglais quand j'étais tout petit. Et puis, plus tard, à l'université est venu le français, l'italien, etc. C'est d'abord cette passion pour les langues étrangères, pour la connaissance des langues étrangères, et qui m'a amené aussi à vouloir partager avec des personnes qui ne connaissaient pas d'autres langues, de vouloir partager certains textes. Je pense que ça a commencé par là, un besoin, une envie de partager des textes qui n'étaient pas encore traduits à l'espagnol dont la traduction n'était pas pour moi satisfaisante.
hein. Je pensais que ça, c'est très courant aussi par rapport à la traduction littéraire, c'est que après, comme c'est des textes beaucoup plus ouverts, euh, qui se prêtent beaucoup plus à l'interprétation, etc., et qui a beaucoup de choix aussi à faire. On peut avoir différentes versions d'un même texte en fonction du fait de si on privilégie la sonorité, la musicalité, etc., ou si on privilégie le fait d'être fidèle enfin, aux idées véhiculées par le texte. Donc, il y avait ce besoin ou cette insatisfaction qui m'a amené un peu sur la voie de la traduction. Et puis, plus tard, il y a eu aussi des besoins économiques, hein, tout simplement. Quand je suis arrivé en France, moi, je parlais déjà plutôt bien le français. J'avais déjà un minimum d'expérience de traduction et je n'avais pas de bourse. Donc, il a fallu que je travaille dans beaucoup de choses. Et la traduction et l'interprétariat aussi, il m'est arrivé, même si c'est très dur, hein, c'est l'interprétation en temps réel et c'est un métier particulier, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais j'ai déjà été amené à le faire. Je pense que je me suis pas mal débrouillé. Donc essentiellement pour des besoins alimentaires, hein, des besoins économiques. Euh, Parce que là aussi, il faut faire une différence entre la traduction littéraire qui est pas toujours très bien payée, hein, euh, et d'autres types de traductions pour lesquelles les personnes sont prêtes à payer des sommes plus ou moins importantes. Que, quelquefois, t'est-il arrivé de traduire des textes que vous n'aimez pas? Que je n'aimais pas. Oui, notamment enfin, pas forcément que je n'aimais pas, mais disons des textes qui m'intéressaient pas énormément. Bon, des manuels plus ou moins techniques pour expliquer comment on utilise un appareil. Ça m'est déjà arrivé d'en traduire. Bon, ça m'intéressait pas du tout. C'était juste pour le besoin du travail. Après, j'ai travaillé pas mal de temps pour une revue. C'était la version espagnole d'un journal pour la Fédération internationale des personnes âgées. Là, bon, il y avait des textes qui étaient intéressants ou des sujets qui étaient intéressants. En plus, bon, à l'époque, j'étais jeune, donc je m'intéressais beaucoup moins à ce qui se passait du côté des personnes âgées, même si, bon, ça m'a ouvert un peu les yeux. Et, euh, et il m'est arrivé, par exemple, là c'est plutôt c'était un mémoire d'un étudiant en psychanalyse. Là, c'est pas que le sujet ne m'intéressait pas, c'est que c'était un texte très compliqué, très difficile parce que c'est là que je me suis rendu compte que justement pour traduire des textes, par exemple, philosophiques ou de disciplines très particulières comme la psychanalyse, il faut quand même un minimum de connaissances dans le domaine parce que les termes sont très polysémiques. Donc, soit il faut travailler beaucoup avec l'auteur si on l'a sous la main, c'était le cas bon, pour son mémoire, pour être sûr de ne pas
de ne pas faire ce qu'on appelle en français des faux amis, c'est-à-dire des mots qui apparemment ont un sens similaire en espagnol, mais que finalement, non, ça veut dire toute une autre chose. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, donc, il y a plusieurs registres, hein. Il y a des textes qui peuvent ne pas t'intéresser du tout, des textes qui t'intéressent moyennement, ou d'autres qui peuvent être intéressants, mais qui sont très, très, très difficiles à travailler. Donc, il y a un peu tout ça. Euh, euh, Quels sont votre pire et ton meilleur souvenir de traduction? Bah, le pire, non, enfin, peut-être le pire, donc j'en ai déjà un peu parlé, cette traduction d'un mémoire en psychanalyse ou des textes techniques qui étaient un peu ennuyantes. Mais et les meilleurs, c'est toujours les textes qu'on traduit par passion, par amour d'un texte. Euh, Parce que c'est là qu'on peut s'investir et mettre beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de passion et on n'a pas l'impression de travailler. Donc c'est surtout déjà parmi les premiers textes qui étaient quand même assez osés parce que je me suis permis de traduire par exemple des poèmes des Saint-Jean perse qui est à l'époque, j'étais jeune et je voyais, enfin, j'y allais, comme on dit, et je ne voyais pas trop les difficultés, mais c'était quand même des textes assez complexes. Je n'ai pas revu ces versions-là depuis un moment. Je suis pas sûr que je les validerai aujourd'hui, quoi. Enfin, ça arrive aussi. Mais en tout cas, j'étais très content de pouvoir partager à l'époque des versions d'un poète français qui était pas très, très connu au Mexique à l'époque. Enfin, même maintenant, je suis pas sûr qu'il soit encore très connu, mais bon, c'est toujours comme ça, hein. Moi, je traduis beaucoup de poésie, surtout, et souvent c'est parce que les poètes moins importants, euh, c'était pas le cas de Saint-Jean-Perse, mais d'autres que j'ai traduits, comme Jean-Louis Giovannoni, qui est un poète toujours vivant, mais qui est très peu connu au Mexique. Bon, et je crois pour l'instant, il y a que ma traduction qui a été publiée par une petite maison d'édition de Comalcalco. Je crois que c'est la seule qui existe au Mexique. Bon, ça arrive souvent dans la traduction littéraire et en particulier dans la traduction de poésie. Ça peut rester très confidentiel, comme on dit, plus ou moins caché. Ok, merci. Finalement, quel conseil pour vous donner à ceux qui voulaient faire de la traduction littéraire? Euh, bon, déjà de travailler beaucoup leur maîtrise de la langue, leur connaissance au niveau de la langue, pas forcément de hyper maîtriser telle ou telle règle grammaticale, mais d'essayer de lire énormément, hein, parce que par exemple, notamment pour la traduction de la poésie, bon, il faut être habitué aux subtilités, à la musicalité de la langue, donc de ne pas laisser, parce que ça peut arriver, des personnes qui maîtrisent très bien la langue en lecture ou en écriture,
mais qui ne la parle pas. Et quand on ne la parle pas, ou qu'on ne la parle pas suffisamment couramment, par exemple, pour une lecture à voix haute, on risque de passer à côté d'une certaine musicalité du poème ou du texte, d'une narration, etc. Donc, je pense que ça, c'est important de ne pas le mettre de côté. Et puis, comme on disait au début de notre échange, de penser au contexte culturel, de ne pas laisser de côté le contexte culturel et de toujours aller vérifier dans quel contexte historique même a été écrit le texte qu'on veut traduire pour ne pas faire des erreurs qui pourraient être faciles à éviter. Ok, merci. C'était la dernière question. Et merci beaucoup pour avoir le temps de faire cette interview avec moi. Et oui, c'est tout. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi.